Bonsoir, bonsoir à tous, bonne et heureuse année 2025. Nous reprenons nos épisodes de Psychanalyse pour tous, donc ces rencontres du mardi à 21h et heure locale. Et nous reprenons donc ces rencontres. Non, Psychanalyse pour tous, donc ce sont des moments de rencontre, de participation où chacun peut venir poser ses questions, interférer le discours. C'est une participation. Donc le rôle d'un psychanalyste, comme vous le savez, Néléa, bonsoir. Merci, bonne année à vous aussi. Olivier, bonsoir. Alessandra, bonsoir. Donc vous savez que le rôle d'un psychanalyste dans une de ses fonctions, bien évidemment, c'est Nathalie, bonsoir. Shmilka Vidovic, bonsoir. Myriane, bonsoir. Merci, Fétis. Donc une des fonctions, Marie-Laure, du psychanalyste, c'est de travailler pour la diffusion de la psychanalyse. Martine, bonsoir. Donc nous sommes au rendez-vous, merci bien. Marlène, bonsoir. Nous sommes au rendez-vous et aujourd'hui on s'est proposé un sujet, bonne année Marie-Laure, très intéressant. Virginie, le cancer. Le cancer, bonsoir Céline. Alors le cancer, c'est un sujet bien évidemment qui va nous intéresser tous, encore une fois, puisque nous sommes tous susceptibles. Non, Hakim, bonsoir, dans une société dans laquelle nous vivons, où on préconise des chiffres absolument abominables sur le cancer, c'est-à-dire celui qui mourra sans avoir attrapé un cancer, ce sera quelque chose de particulier vu les chiffres et les pourcentages qu'il présente. Donc espérons que certains d'entre nous pourront mourir d'autre chose que d'un cancer. Bon. Pardon, je suis un petit peu noire, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il va falloir prendre soin de nous dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment un exercice de prévention, c'est-à-dire un travail de prévention à réaliser. Myriam, bonsoir. Un travail de prévention à réaliser pour éviter, dans la mesure du possible, Nidal, bonsoir. Alors bien évidemment, il n'y a pas encore de médicaments qui va nous donner la possibilité à 100% de ne pas attraper un cancer. Donc, mais nous savons que nous pouvons, quand nous savons d'où vient ce cancer, parce que ce qui est intéressant, c'est grâce à la psychanalyse qui va faire sa propre lecture sur l'étiologie de la production des cancers. Donc ça c'est intéressant pour savoir que c'est en relation bien évidemment avec aussi le psychisme. J'ai présenté là les phrases de La Rochefoucauld, donc ce philosophe français du XVIIe siècle qui disait que si, Sabrina bonsoir, si on examine la nature des maladies, on trouvera qu'elles tirent leur origine des passions et des peines de l'esprit. C'est-à-dire que déjà au XVIIe siècle, et ce n'est pas le seul auteur, il y en a encore d'autres antérieurs qui faisaient la référence pour montrer comment ces affects, ces sentiments, ces émotions, bien évidemment, ont des répercussions sur notre santé physique. D'ailleurs, La Rochefoucauld, il précise, il dit que l'ambition, regardez la lecture qu'il fait, c'est pas que il ait raison, mais c'est intéressant de voir au XVIIe siècle la lecture qu'il faisait. Il disait que l'ambition a apporté des fièvres aiguës et frénétiques. C'est qu'on pouvait tomber malade d'une ambition démesurée, que l'envie, que l'envieux, que l'envie a apporté la jaunisse et l'insomnie, que la paresse a apporté la léthargie, la paralysie et la langueur, et la colère. La colère a apporté l'étouffement, l'ébullition du sang et l'inflammation de la poitrine. L'avarice a apporté la teigne et la gale, la tristesse, le scorbut, la cruauté. Et c'est que la cruauté, c'est en relation avec l'avarice. Et l'amour, il dit, et l'amour à lui seul a fait plus de mal que tous les autres réunis. Nathalie, bonsoir. Après, bon, il faudrait étudier pour voir un petit peu ce qu'il veut dire. Donc ça, c'est un philosophe
hein, qui faisait ses lectures au XVIIe siècle. Alors bien évidemment, nous on va s'intéresser au XXe siècle avec la production de Sigmund Freud qui va nous faire rentrer sur un nouveau terrain, dans un nouveau cadre, sur un nouveau terrain où il va nous expliquer, bien évidemment, il dit qu'il y a de nombreux états d'âme qui sont appelés des affects, qu'il va parler de affects, qui va montrer que ces affects, Emmanuel, bonsoir, il y a la participation du corps, non Valérie, bonsoir, la participation du corps qu'il dit, qui est si remarquable et spectaculaire que de nombreux chercheurs en sont venus à accepter que l'essence des affects réside uniquement dans leur manifestation corporelle. Mais il dit que les extraordinaires modifications, on y arrive Céline, on y arrive. Mostafa, bonsoir, que les extraordinaires modifications de l'expression faciale, donc Freud il dit, ne serait-ce que, non, que ça se voit sur la figure, il dit que la situation dans laquelle nous sommes, non, et il dit que l'expression faciale, ça a des répercussions sur la circulation sanguine. Bonne nouvelle année Nathalie. Nathalie, quelle est la thématique ce soir? Le cancer, Nathalie, le cancer. Donc, il disait qu'il y a des répercussions sur la circulation sanguine, les sécrétions, la tension musculaire, que tout ça, qui peuvent se produire sous l'influence de la peur, de la colère, de la douleur, de l'extase sexuelle et d'autres émotions. Alors, il va dire, poisson bleu, bonsoir, il va dire que aussi, il y a certains affects, Michel, bonsoir, de nature douloureuse et qui vont avoir, la scène bonsoir, des répercussions sur le sujet telles que les chagrins, l'inquiétude, l'affliction, les préoccupations, et ce qui réduisent la nutrition totale de l'organisme. C'est-à-dire que quand on ne dispose pas de toute la satisfaction que nous pourrions avoir dans la vie, bien évidemment, il y a des répercussions sur le corps. De la même façon, il dit que, parallèlement, l'influence de l'excitation joyeuse, du bonheur, ça procure à l'ensemble de l'organisme, une personne qui s'épanouit et qui va, bonsoir Fatia, et qui va montrer une, comment on dit, je ne sais plus comment on dit en français, qui va rajeunir, voilà c'est ça, qui va rajeunir de la même façon. Christine, bonsoir Clémence, bonsoir à tous, bonne année, merci, bonsoir Christine, et de la même façon que les préoccupations, les chagrins, les inquiétudes produisent un vieillissement prématuré. Alors, ça c'est d'une façon, on va dire d'une façon générale, sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans les détails parce que il n'y a pas, comme le fait La Rochefoucauld, la possibilité de dire que le chagrin peut produire telle chose, que la sensation de telle chose peut produire telle chose. Non, vous vous rappelez qu'en psychanalyse, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de tableau qui serait très simple, non, comme un tableau mathématique, sinon que tout va toujours dépendre du discours du patient. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à écouter le patient pour savoir un petit peu quelle est sa position. Alors, quand on va parler de la maladie de cet organisme, donc il y a une chose qui est très importante, on a déjà eu l'occasion de le souligner, c'est-à-dire que, Annick, bonsoir, que le corps et l'esprit, que le corps et l'âme, bien évidemment, sont deux choses différentes. Bien évidemment, avec des fonctionnements qui sont différents. Mais en fait, ils sont différents, mais ils ne font qu'un. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est touché, il y a des répercussions sur l'autre. Donc, ou je dirais même, et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir, c'est-à-dire que oui, quand il y en a un qui est touché, l'autre a des répercussions. Françoise, bonsoir, merci pour les meilleurs vœux. Donc, et on va voir que quand on fait référence à la maladie, très souvent, la maladie organique, Stéphanie, bonsoir, on fait référence au système immunitaire.
au système immunitaire, ce système qui est là pour nous défendre des agressions extérieures et des agressions intérieures dans ce corps biologique que nous avons. Alors ce que nous avons, c'est que, en fait, biologique, chez l'être humain, ça n'existe pas, dans le sens où, chez l'être humain, le biologique a été touché et fait partie de sa formation. En fait, toute l'histoire du sujet, ce biologique, en fait, il a été touché par le langage. Et donc, obligatoirement, ce n'est plus exactement une machine biologique. Et nous savons que très souvent, nous allons présenter des malaises aux médecins, et les médecins, ils nous regardent en disant qu'est-ce que c'est que ce truc-là. C'est-à-dire qu'on peut être aussi très créatif dans les productions corporelles. Ce que je veux dire, c'est que le biologique n'existe pas uniquement tout seul, sinon qu'il y a toujours un sujet qui a fabriqué. Alors, une chose qui est très importante et qu'on peut souligner dès maintenant, Samy, bonsoir, Taoufik, bonsoir. Une chose qui est très importante et qu'on doit prendre en considération, c'est le fait que dans tous les traitements, le plus important, c'est la relation avec le professionnel. C'est-à-dire que ça va être l'élément indispensable pour la guérison. C'est un élément indispensable pour la guérison. Bon. Donc ce système immunitaire, c'est donc un système complexe, non, qui est formé par diverses structures, cellules, non, et qui s'occupe de protéger un petit peu tout l'organisme. Donc le protéger de substances étrangères qui pourraient être nocives à l'organisme. D'accord. Donc lorsqu'une substance étrangère, bonsoir Carlos, lorsqu'une substance étrangère pénètre dans l'organisme, le système immunitaire la détecte et la détruit. C'est facile. Alors, cette tâche est accomplie en tenant compte du fait, bien évidemment, qu'il ne va pas se tromper. C'est-à-dire que ce qu'il va détecter comme étranger, c'est réellement quelque chose d'étranger. Parce que ce qui arrive, par exemple, dans certaines productions où, en fait, c'est le système immunitaire ne fait pas la différence entre ce qui est étranger et ce qui n'est pas étranger, et qui finit par détruire des choses qui appartiennent au sujet. Non, c'est-à-dire donc il doit être, le système immunitaire doit être capable de reconnaître la cellule, la structure étrangère, non, qui peut être dangereuse en plus, parce que des fois il y a des éléments étrangers qui pénètrent mais qui ne sont pas dangereux, non, comme par exemple dans les allergies. Très souvent les allergies, on est allergique à des choses qui sont totalement inoffensives. Et à identifier, la capacité d'identifier les tissus les cellules qui lui appartiennent, non, c'est-à-dire la capacité de faire la distinction entre ce qui est à lui et ce qui ne l'est pas. Une autre fonction du système immunitaire, c'est ce qu'on appelle l'immunosurveillance antitumorale. D'accord? C'est-à-dire qu'il va surveiller la production des tumeurs. Dans des conditions normales, il va nous dire qu'en fait, il y a toujours que nos cellules ont toujours tendance à une mutation, un matériel génétique qui se produit et qui se transforme constamment. Et que ces cellules mutées, non? Et en fait, elles doivent se limiter. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de la cellule, non, qui suit bien évidemment des lois et qui vont limiter la croissance cellulaire, non, de ces cellules tumorales. Donc, le système immunitaire reconnaît les cellules mutées et les élimine de l'organisme. Mais ce qui se passe, c'est que quand il y a en présence de l'immunodépression, cette fonction de surveillance est altérée. Et les tumeurs ne sont plus susceptibles de se développer à partir des cellules mutées. Alors on va voir un petit peu, parce que c'est intéressant, on va voir que ce qui arrive au système immunitaire, c'est la même chose qui arrive au sujet. Donc quand on étudie, dans le cas par exemple de la production d'un cancer, quand on étudie la situation du système immunitaire du sujet, on voit qu'en fait, au niveau psychique, c'est la même chose. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est pour ça qu'on va continuer un petit peu sur le système immunitaire pour voir que, en fait, c'est en relation avec la situation psychique du sujet. Donc, on dit que
comme on disait, que dans les cellules du corps humain, il y a donc tout le temps des mutations qui se produisent constamment avec un matériel génétique, ce qu'on appelle l'ADN, qui peuvent donner naissance à des cellules cancéreuses, hein, par l'expression d'oncogène. Et donc, un système immunitaire qui fonctionne bien, il va éliminer ces cellules. Mais ces cellules vont avoir tendance à se multiplier sans discernement. Et la multiplication cellulaire est inhibée par le contact. Ça, c'est intéressant aussi. La multiplication cellulaire est inhibée par le contact. C'est-à-dire que chaque cellule va trouver sa limite de sa croissance, elle va arrêter de grandir, parce qu'il y a les cellules voisines, parce qu'il y a des voisins. Hein, c'est intéressant. Et cette limite, quand cette limite n'est pas respectée, hein, eh ben, obligatoirement, donc il y a invasion. Donc le rôle du système immunitaire est de reconnaître ces cellules mutées, de les éliminer, c'est ce qu'on appelle l'immunosurveillance. Bonsoir Nadine. Donc, alors une fois que la tumeur est installée, en fait, comme un corps étranger, il existe en fait des lymphocytes, qui est donc des cellules qui appartiennent au système immunitaire, qui ne reconnaissent pas la tumeur comme la leur, et qui l'attaquent, et qui l'empêchent donc de se développer. Donc c'est pour ça qu'on va voir, et à partir de là, il y a des médecins et tout un courant médical qui est en train de s'occuper pour améliorer en fait la fonction du système immunitaire, puisqu'on voit que la fonction du système immunitaire est très importante dans la genèse et dans l'entretien de la tumeur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la possibilité que le système immunitaire élimine, mais il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit fort, qu'il fonctionne correctement, parce que ce qu'on voit, c'est que dans le cas d'un cancer, le système immunitaire il ne fonctionne pas correctement. Et donc, ce qui a été vu, et pas simplement au niveau des patients en psychanalyse, sinon chez de nombreux médecins déjà le reconnaissent, c'est-à-dire que l'observation clinique a montré que les patients atteints de cancer sont des patients qui sont immunodéprimés. C'est-à-dire que leur système immunitaire est défaillant. C'est pour ça que ce sont comme le système immunitaire est défaillant, mais ils sont plus sensibles aux infections, plus sensibles aux maladies en général. Et donc, l'immunodépression provoque un échec de l'immunosurveillance. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une thérapie qui s'appelle la thérapie immunomodulatrice, qui cherche en fait des médicaments qui vont renforcer le système immunitaire. Alors, on va voir que quand le sujet est déprimé, son système immunitaire l'est également. Et en fait, c'est comme une expression du même phénomène pathologique. Et cet état d'immunodépression, qui est dû à l'échec de l'immunosurveillance, facilite l'initiation de la croissance des cellules tumorales. Et en raison de l'échec de la lutte ultérieure contre la tumeur, permet à cette dernière de se développer et de se maintenir. Alors tout ça, il y a une lecture bien évidemment qui est faite à partir de la médecine, un certain courant médical, parce qu'aujourd'hui nous savons qu'il existe de nombreux courants médicaux, de nombreuses médecines différentes qui s'établissent, même si c'est encore la sécurité sociale qui gagne, mais aujourd'hui nous avons la possibilité de trouver d'autres types de médecines qui vont penser la situation de façon différente. Mais il y a le courant principal, on va dire, pense que en fait le sujet tombe en dépression quand on lui annonce qu'il a un cancer. Et donc on dit que la médecine fait cette lecture en disant non, c'est parce qu'on lui a annoncé le cancer que du coup il est tombé en dépression. Donc face au diagnostic, à l'association de toutes les idées qui peuvent venir sur ce diagnostic, avec l'idée de cette maladie
qui est présentée comme mortelle, et que c'est elle, cette maladie mortelle, qui provoquerait la dépression. Donc il propose le cancer comme étiologie de la dépression. Alors, comme si c'était en plus un modèle de cause à effet. Non? Donc, et bien sûr, dit Cynthia, bonsoir, et bien sûr, ce qui se passe, ce que la psychanalyse, la lecture que la psychanalyse va faire, c'est plus ou moins le contraire. Parce que c'est pas exactement de cause à effet. Ce n'est pas que tous les gens qui sont déprimés vont produire un cancer, bien évidemment. Sinon qu'une fois qu'il y a la production de cancer, on peut, à partir de la production de cancer, non, se reproduire, en fait, produire la cause et se rendre compte qu'il y a une dépression à la base. Alors, parce que nous ne pouvons pas faire, on va dire, un modèle de cause à effet, d'accord? Pourquoi? Parce que ça se reviendrait à dire qu'il y a une séparation entre le psychisme et le somatique. Et cette séparation, en fait, n'existe pas. C'est-à-dire que la psyché et le soma sont inséparables. D'accord? Donc, c'est pour ça que... donc, nous ne faisons pas intervenir le psychique comme cause du somatique, mais nous abordons le cancer comme l'expression dans le corps de la dépression. Hein? Donc, ce qu'on a vu, revenons un petit peu à ce que nous propose la médecine dans sa définition ou dans son explication du cancer, où elle dit qu'en fait la définition du cancer se rapproche de plus en plus de celle d'une pathologie qui est causée par une prolifération cellulaire excessive et une perte de capacité d'autodestruction. Parce qu'en fait, lorsqu'une cellule subit une altération irréparable, une mutation, normalement elle se suicide avant de devenir dangereuse pour l'organisme. C'est-à-dire qu'elle va être attaquée par le système et elle va mourir. Mais si elle ne meurt pas, en fait, elle et ses descendants peuvent commencer à se développer de manière incontrôlée et à se diviser, entraînant la croissance de la lésion et sa propagation à distance. C'est-à-dire qu'il existe dans le corps humain un phénomène de mort cellulaire programmée, ce qu'on appelle l'apoptose. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont programmées pour mourir à tel moment. Et en fait, c'est cette mort cellulaire programmée qui ne fonctionne plus. Peut-on considérer le cancer comme une maladie psychosomatique? Et il serait possible, quelle que soit la structure du patient, névrose, disons qu'il n'existe pas, Christine, comment ça s'appelle, de structure psychique unique, que nous sommes tous un peu psychotiques, un peu névrosés, hystériques, obsessionnels, pervers, mélancoliques, non? Enfin, on va dire qu'une personne saine, c'est cette personne qui a la possibilité d'utiliser en fait tous les mécanismes qui produisent ces pathologies. Après, on n'est pas, et que, en général, bien évidemment que la structure du mélancolique est tout à fait particulière. Mais ça ne l'empêche pas d'utiliser d'autres mécanismes. Donc, on dit, et ça c'est très intéressant, c'est que ce phénomène de mort cellulaire programmée, qui, normalement, bonsoir, Pointel Divan, et qui, normalement, vient sauver le sujet, en fait, il est altéré, et donc ça ne fonctionne pas. Prolifération anarchique des cellules cancéreuses qui échappent au contrôle hormonal. Donc, ces cellules qui devraient s'autodétruire ne s'autodétruisent pas. Donc, il y a une relation un petit peu avec ce phénomène de mort cellulaire. Freud va nous dire, dans un texte très intéressant qui s'appelle Psychothérapie de l'esprit, il va nous dire que le sujet biologique meurt lorsque le sujet psychique cesse de désirer. Bonsoir Marie-Marie. D'accord?
ça c'est très important, Freud va nous dire que le sujet biologique meurt quand le sujet cesse de désirer. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui arrive face à la production d'un cancer? En fait, face à la production du cancer, place la production d'un cancer, Achille Bonsoir, place le sujet à la limite entre la vie et la mort. Non? C'est-à-dire que c'est, tout d'un coup, il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'avenir, qu'il est menacé par une mort et une souffrance anticipée. C'est ce que le diagnostic peut présenter. C'est-à-dire que c'est en relation avec la mort. C'est intéressant aussi, puisque encore que aujourd'hui de nombreux cancers, s'ils sont pris à temps, peuvent être guéris, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont passés par un cancer et qui n'ont plus de traces de ce cancer. Et alors, ce que la psychanalyse vient nous dire, c'est que la structure psychique du cancéreux est généralement celle d'un mélancolique. C'est-à-dire que, et la particularité du mélancolique, c'est qu'il a perdu quelque chose, mais que ça, nous avons tous perdu quelque chose, mais que face à cette perte, en fait, le mélancolique, il a incorporé l'objet de la perte, il a incorporé ce qu'il a perdu. C'est-à-dire que lui-même, il devient ainsi la perte. Ça c'est intéressant aussi de pouvoir penser cette mélancolie comme quelque chose, parce qu'au lieu de renoncer à la perte, c'est-à-dire de renoncer, que nous avons tous quelque chose de perdu, oui, les choses sont perdues, au lieu de renoncer à cette perte, il ne supporte pas de perdre, on va dire, et donc il va incorporer l'objet perdu, et il va devenir lui-même, une partie de lui va devenir lui-même une perte. Et donc c'est une pulsion de mort qui peut d'un côté le conduire, et ça on en a déjà parlé, au suicide. C'est-à-dire que le sujet peut en arriver à se suicider parce qu'il a incorporé une autre personne en lui, on va dire, quelque chose qu'il a perdu, mais en général c'est une autre personne, c'est un autre. Et il peut en arriver au suicide, mais en fait c'est pas réellement un suicide, sinon que c'est plus en relation avec un assassinat, dans le sens où il tue quelqu'un qu'il a en lui. À quelle époque cela se passe? Si c'est incorporé, c'est la période archaïque. Sinon ça peut arriver n'importe quand, Myriam. Non, ça peut arriver n'importe quand, à un moment où le sujet n'a pas été capable de faire face à une perte, et donc face à la perte, il va incorporer l'objet perdu. Non, ça peut arriver, c'est pour ça que c'est important, le traitement psychanalytique qui va essayer, participer à la possibilité d'une mobilisation de la libido. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est la possibilité de cette mobilisation. Merci à la Tunisie. Donc, et d'un autre côté, donc on disait que ça peut produire le suicide, ou peut faire de lui, en fait, une autre forme de suicide ou d'autodestruction, qui est le cancer. C'est-à-dire que le cancer ne tombe pas du ciel, les maladies ne tombent pas du ciel, sinon que c'est une production du sujet, de la même façon que le sujet a la capacité de se faire du mal, d'être masochiste, de se mettre des bâtons dans les roues, etc. Il a aussi la capacité de produire un cancer. L'être humain est surprenant. Structure mélancolique a un lien avec la phase orale. D'une certaine façon fait-il, puisqu'il y a une incorporation, non? Une identification et une incorporation. Non? Et donc, le paradoxe essentiel du cancer, c'est que c'est une maladie qui peut tuer, à cause de ce qui ne meurt pas. Donc c'est un symptôme si c'est une production du sujet. Un cancer, c'est une maladie organique. Mais avant la maladie organique, très certainement, il y avait des symptômes, oui. Donc, ce qui est intéressant ici de voir, pour le fonctionnement de cette production particulière, Achille, est-ce que le cancer est en lien
bien sûr, est en lien justement donc avec ces cellules qui ne veulent pas mourir, ces cellules qui ne devraient mourir et qui ne meurent pas, parce qu'il dit qu'en fait, cette maladie qui dans de trop nombreux cas tue, en fait, elle tue à cause de ce qui ne meurt pas au moment où elle devrait mourir chez le sujet. C'est-à-dire qu'on va dire, écoutez bien, parce que ça c'est très intéressant, je crois que pour le psychisme, faire un tableau ou un cancer est la même chose, non? Comment? Bonsoir Gina, attendez, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez dit? Attends, je vais voir si ici je peux récupérer la question, c'est que le psychisme, qu'est-ce que vous avez dit? Je crois que pour le psychisme, faire un tableau ou un cancer, c'est la même chose, non? Bon. La création, dans tous les cas, c'est quelque chose d'important. D'accord? La création, c'est important. Après, ce qui se passe, c'est que... que prendre soin d'un être humain, c'est pas facile. Non, nous sommes une machine complexe et qui a besoin de nombreux piliers, on va dire. De nombreux piliers. Anne, bonsoir. Et ces nombreux piliers doivent être considérés, c'est-à-dire qu'il y a très souvent, on dit, Menasa, non, le fondateur du Grupo Celo, il dit, faire ce que je veux et faire ce que j'ai envie, c'est la manière qu'utilise la maladie pour s'installer. C'est-à-dire que nous devons considérer que nous sommes des êtres humains, comme nous sommes des machines. Et que si la machine, tout d'un coup, elle fait ce qu'elle veut, ben, tout d'un coup, elle va faire des trucs bizarres. Et pour l'être humain, c'est la même chose. C'est pour ça qu'une psychanalyse est si intéressante pour apprendre à savoir qui nous sommes, comme machine humaine, pour savoir comment nous devons faire face, qu'est-ce qui nous convient, et pas simplement qu'est-ce qui convient à Clémence, comme personne particulière, comme individu, sinon ce qui convient à l'être humain de faire pour fonctionner le mieux possible. Et ça ne veut pas dire que on va être, est-ce que la mort est le souhait du mélancolique, que le cancer le délivre enfin, c'est-à-dire recherche inconsciente de la mort. Non. Là, j'ai vu un cas d'un journaliste français de télévision qui est venu dire qu'on venait de lui annoncer qu'il avait un cancer et qu'en fait, il était pratiquement content. Il a téléphoné à sa femme, il a dit, t'as vu, ça y est, c'est mon tour. Nous sommes sur le fil fou permanent de l'impermanence. Donc, je veux dire qu'il y a, parce que dans la dépression aussi, il y a la culpabilité qui rentre en jeu. Alors, quand on voit les gens, hein, qu'on va diagnostiquer d'un cancer, hein, et qu'en fait, ils vont pratiquement être contents, ça va les soulager. Le cancer, ça va permettre au sujet d'abandonner sa névrose. Il n'a plus besoin de la névrose pour se punir, il a la maladie. Oui, alors, non, et ce qu'on va voir quand on parle de ces cellules qui ne veulent pas mourir, hein, c'est des cellules qui devraient mourir et qui ne veulent pas mourir. Donc on peut dire qu'il y a chez les personnes qui sont touchées par un cancer, non seulement il y a quelque chose qui est en jeu au niveau de la mélancolie, mais en plus il y a une sorte de délire d'immortalité qui est en jeu aussi. C'est-à-dire que, au lieu de laisser mourir des choses qui doivent mourir, non. Bon, tout ça c'est pas un diagnostic, hein, c'est pas un diagnostic à mettre sur tous les patients de cancer, pas du tout. Sinon, ce sont des éléments pour penser, pour écouter un petit peu le patient. Donc, il y a quelque chose qui est en jeu avec sa mortalité. Et après, comme je disais, quand on annonce, et ça c'est, j'imagine qu'il y a et le cancer des enfants. Bon, je sais pas, le cancer c'est une mutation des gènes au niveau de l'ADN. Donc, Eros contre Thanatos. Et donc, et le cancer des enfants, c'est quelque chose de particulier aussi. Non, c'est quelque chose de particulier. Je veux dire que j'ai pas étudié le cas des cancers des enfants, mais comme toujours, ça dépend des enfants, de quel âge on parle. Mais quand on parle des enfants, on parle aussi des parents. Hein. Les enfants, ils sont pas indépendants des parents. On devient indépendant des parents à partir d'un certain âge, et encore, ça dépend si on a fait un travail sur soi ou si on n'en a pas fait, parce que très souvent, les parents, ils continuent à intervenir. Bon, dans la vie du sujet, je dis, dans la vie du sujet, alors qu'ils n'ont plus rien à faire là, mais ils sont encore là. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments
non, dont le sujet ne s'est pas encore, n'a pas encore dit, ne s'est pas encore séparé, oui. Donc, on disait que, ici on parle, bonsoir Sonia, et que la psychanalyse, donc, met en jeu, non, dans la production d'un cancer, met en jeu la dépression, la mélancolie, c'est-à-dire ce mécanisme d'introjection d'un élément qui a été perdu. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, des fois, Rachid, y a-t-il un lien entre le cancer et le psychisme? Ben oui, c'est ce dont on est en train de parler, Rachid. Donc, on va voir que dans la dépression, comme dans le deuil, il y a une perte d'intérêt pour le monde. Le sujet, au moment d'un deuil, non, il peut, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, encore que, parce que quand on parle de ça, et ça c'est intéressant aussi, c'est qu'on ne parle pas d'aller regarder le voisin ou d'essayer de se regarder soi-même. Non, quand on se regarde soi-même, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose, non, même avec un miroir, on ne voit pas grand-chose de soi-même. Donc il ne s'agit pas d'essayer de s'auto-analyser en disant oui j'étais triste, j'étais pas triste, ou je suis triste ou je ne suis pas triste. Il y a des gens qui sont tristes et quand ils viennent en analyse, ben, on va leur interpréter que la tristesse est en relation avec autre chose que une souffrance, qu'une maladie, que quelque chose qui, donc, par exemple. Donc, tout doit être interprété. Donc, quand on dit, quand il y a une perte d'intérêt pour le monde, ça c'est déjà une interprétation. D'accord? C'est-à-dire que ça c'est une interprétation. Hein? Qu'une inhibition peut intervenir lors d'un deuil qui peut affecter toutes les fonctions du sujet. Donc il peut y avoir la production d'insomnie, d'anorexie, non? Et on va voir que la dépression, en fait, elle est dite masquée lorsqu'elle débute par de multiples symptômes somatiques. L'insomnie, l'anorexie, non? Et ou surtout quand, en fait, au niveau de la médecine, les médecins ne vont trouver aucune étiologie organique, non? Donc, c'est en relation, est-ce que inconscient peut être à l'origine de inconscient? Non, c'est l'appareil psychique, c'est pas l'inconscient, c'est quelque chose d'inconscient, non? Dans le sens où nous n'en savons rien, c'est quelque chose que nous n'en savons rien, mais c'est pas l'inconscient, c'est toujours l'appareil psychique. Non, l'inconscient tout seul, ça n'existe pas, c'est l'inconscient dans un appareil psychique. Non? Et si on parle de l'inconscient tout seul, c'est parce qu'on est dans la théorie et qu'on veut étudier, non, cette instance tout à fait particulière. Mais sinon, non, nous parlons toujours d'un appareil psychique. Pour le sujet, non, il y a toute cette complexité, justement. Il n'y a pas seulement un inconscient. Hein. Donc, une chose qui va, pour écouter, non, de voir comment l'autre peut être en dépression, c'est que la différence la plus importante entre le deuil et la dépression, c'est que dans la personne qui est déprimée, ce qui va se manifester, c'est qu'il va y avoir des reproches que le sujet va se faire à lui-même. Il va y avoir des auto-reproches. Et en plus, ces auto-reproches, quand il va commencer à parler, à s'auto-reprocher, en fait, ça n'a strictement rien à voir avec lui. C'est comme s'il parlait d'une autre personne. Mais il met tout ça à la première personne. Non? Et donc, Freud, il va dire... Et ça, c'est pour ça, c'est grâce à ça. Est-ce que le psychisme peut être à l'origine des cancers? On dit que c'est pas que c'est à l'origine, c'est que il se donne la main. Non? On a dit que c'est pas... mais que la mélancolie, non? Que la mélancolie peut être à l'origine. À l'origine d'une dépression, la mélancolie peut être à l'origine de la production de cancer. Alors, ce qui est intéressant pour détecter, on va dire, pour détecter cette particularité, parce que il ne s'agit pas ni de tristesse, ni de personnes qui disent je suis déprimé parce que ils sentent qu'ils manquent d'énergie. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? La particularité de le discours de la personne qui est déprimée, c'est que il y a beaucoup d'autoreproches. Il y a une grande liste d'autoreproches et en plus la particularité de, quand on écoute bien ces autoreproches, ça ne correspond pas à la personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que fait le sujet, c'est qu'il parle de quelqu'un d'autre, de cet objet qui a été incorporé.
Et en fait, non, c'est comme si on avait, c'est comme s'il punissait l'autre, mais comme l'autre c'est lui, puisqu'il l'a incorporé. Et donc, il y a, en fait, et c'est pour ça que le sujet manque beaucoup d'énergie, parce qu'il y a une bataille qui est en jeu en lui, entre une partie de son moi et une autre partie qui n'est plus son moi, sinon qui est tout assombrie, comme dit Freud, non, par l'incorporation d'un objet, et en plus d'un objet qui a été perdu. Donc ce n'est pas un objet, parce que tout au long de notre vie, nous allons nous identifier et incorporer des traits de l'un ou de l'autre, qui vont nous fabriquer. Nous sommes, chacun d'entre nous, le résultat d'un grand nombre d'identifications. Mais dans le cas du mélancolique, il a introjecté, de la même façon que nous avons, pour grandir, introjecté l'autorité, les figures parentales, pour ne plus avoir besoin d'eux. Donc nous les avons introjectés, c'est devenu une instance dans l'appareil psychique qui s'appelle le surmoi. Et donc nous n'avons plus besoin de papa et maman qui viennent nous dire différence entre autoreproche et culpabilité. L'autoreproche dans le cas du déprimé, dans le cas du déprimé, l'autoreproche, il ne parle pas de lui. Donc c'est pas la culpabilité, c'est il reproche à quelqu'un, alors déjà il lui reproche d'être parti, de plus être là. Donc il y a l'autoreproche, c'est pour ça que quand on écoute, on va dire, et on va écouter les autoreproches, et je vous dis, c'est quelque chose qui ne correspond pas au sujet. Après, on va voir que dans la dépression, effectivement, il y a une participation de la culpabilité, c'est-à-dire que le sujet se sent coupable. Enfin, se sent pas coupable, parce que c'est pas au niveau de la sensation. Non, la culpabilité, rappelez-vous, nous savons que la culpabilité, elle existe. Pourquoi? Parce que le patient se punit. Et comment il se punit? Avec la production d'un cancer. Alors, pourquoi il se punit? Pourquoi il y a culpabilité? Bon, ça dépend, non? C'est pourquoi il y a culpabilité? C'est, on va dire, dans la dépression, la culpabilité, c'est toujours en relation avec la sexualité infantile. C'est-à-dire que quand, mais c'est quelque chose de, on va dire, c'est quelque chose de l'enfance, enfin c'est pas de l'enfance justement, c'est quand c'est quelque chose qui ne devrait être dans l'enfance et qui n'est plus et qui fonctionne encore aujourd'hui, alors que c'est quelque chose de l'enfance, c'est fini, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Et quand il y a encore quelque chose, alors rappelez-vous que la culpabilité, quand on parle de culpabilité, c'est aussi quelque chose qui va nous suivre toute notre vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait partie de notre constitution. On dit qu'il y a angoisse avant l'action, c'est ce que dit Lacan, il y a angoisse avant de passer à l'action, et il y a culpabilité après l'action. Parce que après l'action, je dis « Ah, j'aurais pu mieux le faire. Ah, je ne l'ai pas fait vraiment très bien. Ah, et si j'avais fait ci. Ah, et si j'avais fait ça. » Donc, vous voyez, ça fait partie de notre vie. À chaque fois que je dois faire un direct, il peut manifestation d'angoisse. Ça fait partie de la vie. Mais si je me laisse gagner par l'angoisse, il n'y a pas de direct. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il va falloir apprendre à se débrouiller avec les choses qui font partie de notre vie et qui vont nous accompagner toute notre vie. Puis il va y avoir la culpabilité, je ferme, je finalise, je dis « Ah non, j'ai pas été très bien, j'ai été un peu... » Alors si je commence comme ça, alors non seulement je perds du temps, en plus ça sert strictement à rien, non, ça va rien changer, sinon que je dois continuer à étudier pour la prochaine fois, le faire un peu plus à mon goût, et puis en plus c'est à mon goût, non, si j'ai à critiquer, je vais dire, si j'ai ce sentiment de culpabilité, parce que le sentiment de culpabilité, en plus c'est toujours parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, si je ne fais rien, mais si je ne fais rien, en fait l'être humain il peut pas ne rien faire. Parce qu'il continue à faire, parce que rappelez-vous, la particularité de l'inconscient, et c'est pour ça que c'est quelque chose de très... dont on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper, cet être humain que nous sommes, nous devons le prendre en compte. Donc la culpabilité fait partie de notre vie. Si oui, on en fait quoi? Il faut, ce que je suis en train de vous dire, Stéphanie, il faut se débrouiller avec la culpabilité. Bien sûr qu'elle fait partie de notre vie. Et qu'on ne peut pas s'occuper à dire j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, on s'en fout, on l'a fait, ça y est, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on continue, Alors Hakim dit, est-ce que les patients cancéreux
nécessite des cures. Alors on dit que dans le cas d'un cancer, le travail analytique est très bénéfique. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a le cancer, il y a le cancer. Donc, est très bénéfique. Pourquoi? Pour aider au traitement. Parce que nous devons savoir que la personne qui a été capable de produire, une maladie contre soi-même. Donc, obligatoirement, il y a quelque chose dans le sujet qui a produit ça. Donc, le travail analytique, c'est quelque chose qui va aider à accepter les traitements, à accepter de suivre régulièrement les traitements. Parce que ce qui se passe aussi très souvent, donc on dit par exemple dans les malades du sida, il y avait le traitement, ils n'étaient plus infectés, mais ils abandonnaient le traitement. Alors ça, non, et donc ils rattrapaient. Donc on la regarde, la culpabilité, et on met un couvercle dessus, si vous voulez. Stéphanie, c'est pas mal, oui, on met un couvercle dessus. Parce que, oui, elle fait partie de notre vie. Non, comme je disais, des fois, la culpabilité, c'est « Ah, je me suis donné un coup. Aïe, je me suis fait mal. » Je me frappe moi-même. C'est un coup, je me frappe moi-même. Pourquoi? Parce que, allez savoir. Après, on ne peut pas non plus être derrière soi pour aller essayer de tout expliquer. Comment expliquer la montée en flèche des cancers chez les jeunes gens et les pesticides? Nous sommes déprimés. Nous vivons dans une société qui est déprimée. Et déprimé, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'idéaux, parce qu'il n'y a plus d'utopie. Pourquoi on se déprime? L'important, c'est se mettre dans l'action, faire vivre les roses. C'est agir. Mais après, des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas, Olivier. L'important, c'est d'agir. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer à l'action, qui n'y arrivent pas. Ils n'ont pas d'énergie, ou quand ils commencent quelque chose, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Donc, non, c'est pas évident. Et puis en plus, des fois, il y a des gens, ça ne veut pas dire, il y a des gens qui sont très actifs, qui font beaucoup de choses, qui apparemment sont heureux, puis tout d'un coup, on leur diagnostique un cancer. Oh non, Alessandra, pas me pardonner d'avoir fait le mieux que je pouvais, sinon qu'avoir des bases. C'est comme ça. Parce que penser que je l'ai fait le mieux que je pouvais, c'est alors maintenant je me mets une médaille. Non, non, je me mets pas de médaille. Des fois, j'ai pas bien fait les choses. Et alors? Je vais me punir? Non, il y a des fois j'ai pas bien fait, j'ai pas fait correctement les choses. Bon, c'est tout. Je m'occupe de ce qui vient après. Non, je vais pas me flageller parce que j'ai pas bien fait les choses. Non, il y a des fois je le fais pas bien. Des fois je suis une dégueulasse, j'ai pas voulu aider l'autre. Non. Des fois ça arrive. Donc après, il faut apprendre à te modifier. C'est pour ça que le plus important, c'est avoir la possibilité de se modifier. De ne pas rester toujours la même, toujours avec le même discours, toujours à dire les mêmes choses, non, de pouvoir modifier. Il y a aussi des gens très actifs, mais déprimés. Ça, c'est une autre possibilité aussi. Donc c'est pour ça que nous ne savons pas. Non, ce qui est important, en plus, c'est que on ne peut pas écouter, parce que des fois, il y a des gens comme ça qui disent « Non, mais moi, j'ai mon ami qui ceci. » Non, non. Mais votre ami, c'est pas un patient. Non, quand on parle d'écouter les autoreproches et tout ça, c'est en relation avec le patient. Le patient qu'on va écouter. Cela peut-il être le fruit d'une grosse culpabilité ou d'un choc sans pour autant que ce soit dépression ou mélancolie? De quoi vous parlez? Qu'est-ce qui est le fruit d'une grosse culpabilité? Ou d'un choc? La psychanalyse, elle fait, non, la lecture. Après, on va voir, non? C'est la lecture qu'elle fait pour présenter, non, le cancer en disant que c'est la conséquence, dans la majorité des cas, on va dire que c'est la conséquence d'une dépression, le cancer. C'est la conséquence d'une dépression. Donc, et donc c'est cette particularité. Et donc, comme je vous dis, moi je pense que le plus important dans la vie d'un sujet, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de notre vie. Parce que si on fait n'importe quoi de notre vie, n'importe quoi, c'est-à-dire je fais ce que je veux,
Dis moi je suis libre, je fais ce que je veux, aujourd'hui j'y vais pas, demain j'y vais, et puis après j'y vais pas, et puis après j'y vais, puis après je lui parle, et après je lui parle pas. Ben non, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas faire ce qu'on veut, nous sommes des machines qui ont besoin de certaines choses, c'est-à-dire que nous avons une énergie, nous sommes une machine avec une énergie psychique, et cette énergie psychique, elle doit trouver satisfaction, elle doit trouver satisfaction. Après, il faut savoir que le sujet trouve satisfaction dans tout ce qu'il produit. C'est pour ça que si on ne veut pas tomber dans la maladie, ben, il faut s'occuper de soi d'une autre façon, parce que sinon, il y a satisfaction. L'être humain, il est capable d'avoir une satisfaction dans la maladie. Il est capable d'avoir satisfaction dans des tourments. Alors c'est pour ça qu'on doit prendre soin de soi, parce que sinon on finit par aimer nos propres tourments. Il y a des gens qui aiment leurs propres tourments, qui ne veulent pas se psychanalyser, ben non, je préfère mes tourments. Et puis après on s'habitue à la douleur. Quand on s'habitue à la douleur, après ça fait partie de notre vie, c'est quelque chose aussi qui fait partie de notre vie. Hein? L'autre jour, je voyais à la télévision où il y avait une femme qui venait d'être opérée ou je sais pas quoi, elle dit il me manque quelque chose. Ah, il me manque la douleur. Donc j'ai un manque de douleur. Donc, qu'est-ce que vous dites? Si tu fumes et tu boites et tu bois de l'alcool, tu auras un cancer. Ben non, c'est pas si automatique, hein. La liberté n'est pas faire ce qu'on veut, mais vouloir ce qu'on peut. Vouloir ce qu'on peut. Ben, on dit aimer ce que l'on a, non? Aimer ce que l'on a. Mais non, mais on va dire que la liberté, en fait la liberté ça n'existe pas, mais la liberté ça n'existe pas. Ce que nous pouvons chacun d'entre nous essayer d'apprendre ou voir comment on peut capter, c'est les barreaux de notre prison en fait. Et en fait les barreaux de notre prison, parce que on peut pas faire ce qu'on veut, on a des barreaux, tous autant qu'on est, on a des barreaux. Il y a un poète qui dit on va aller scruter non, nos barreaux pour voir où ils sont. Où sont nos barreaux? Où sont nos barreaux? Et pour pouvoir essayer... Alors je ne sais pas s'il s'agit, parce qu'en fait, on pense que qu'est-ce que ça veut dire être libre? Ou la liberté, c'est faire ce que je veux. Non, je dois justement être soutenue. Je dois être soutenue par mes relations sociales, par mon activité professionnelle ou par mon activité artistique. Et pas je le fais quand je veux et quand je veux plus j'arrête. Non, c'est quelque chose, je sais que j'ai besoin de ça tous les jours. Tous les jours, et ça, c'est mes barreaux. Mais je sais que la liberté n'existe pas, donc je me soutiens, même pour vivre avec... Ben voilà, j'ai besoin de mes relations sociales, j'ai besoin de continuer à apprendre, j'ai besoin de certaines activités artistiques, j'ai besoin de mon activité professionnelle ou de plusieurs activités professionnelles. Et quand je dis j'ai besoin, pour pouvoir fonctionner correctement. J'ai besoin de me psychanalyser, j'ai besoin de prendre soin de moi par l'alimentation, je vais chez le médecin régulièrement. Je veux dire que nous avons besoin de tout ça, d'écrire, de peindre, de chanter, de faire du cinéma, enfin chacun son truc, d'accord? Mais régulièrement. Je ne parle jamais de la liberté, dit Lacan. Donc la liberté pour l'être humain n'existe pas, je suis désolée, mais ça n'existe pas. Donc la seule liberté que nous pouvons avoir, c'est de choisir nos barreaux. Quel barreau je vais utiliser pour me soutenir. Bon, merci pour cet accompagnement, cette participation. Donc aujourd'hui, nous avons parlé d'un sujet très intéressant, n'est-ce pas? Donc nous allons continuer mardi prochain, je ne sais pas de quoi nous allons parler. Alors si vous avez des idées, le cancer peut être le résultat d'une répression des émotions. Non, ça ne va pas. La répression des émotions ne produit pas un cancer, mais ça ne va pas aider. C'est vrai, ça ne va pas aider. C'est pour ça que dans tous les cas, parler, c'est très intéressant pour débuter l'année. Merci Marie-Thérèse, Alexandra, Christine, Nathalie, bonne continuation. Et si vous avez des idées, je sais qu'il y en a certains qui vous m'avez déjà passé des idées, mais si vous en avez encore, pour voir si j'arrive à les attraper au vol, Virginie,
Bonne continuation. Feti, bonne continuation. Au revoir Carlos. Marlène, merci à vous. Christine, bonne soirée. Anne, sujet, la fin de l'analyse. Ok. Christiane, grand merci à vous. Au revoir Olivier. Choisir de se libérer. Alors Nadine, mais de se libérer dans la parole, non? Vraiment très intéressant ce soir, la liberté de parole en fait. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté de parole? Ça c'est ce qu'on devrait travailler un petit peu. Merci à vous, bonne continuation. Donc vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et merci Valérie, Stéphanie, Annick, Mounira, Myriam. Et vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et que pour ceux qui veulent continuer à travailler à travailler un petit peu la psychanalyse, il y a un cours du dimanche qui est très intéressant que nous venons de commencer et que vous pouvez voir ou le dimanche à 17 h ou en différé quand vous le souhaitez. D'accord, ce sont des cours très intéressants et cette fois-ci nous parlons du fonctionnement de cet appareil psychique. En fait, nous parlons toujours du fonctionnement de cet appareil psychique. Lucie, merci à vous. Bonne continuation, bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.